GIEC. Mais commençons par l'actualité. Et l'actualité, c'est ce qu'on appelle la crise du port breton qui vient de conduire le gouvernement à supprimer, ou en tout cas à reporter, l'écotaxe qui voulait que les pollueurs soient les payeurs. Regardez. La révolte de la Bretagne. La région ne veut pas voir mourir le secteur agroalimentaire qui est un gros pourvoyeur d'emplois. Depuis des semaines, la colère gronde en Bretagne. Ici, une action coup de poing, un portique mis à terre pour protester contre les taxes. Des actions clandestines, des manifestations pacifiques, la fronde s'organise. Le message est à faire passer au niveau du gouvernement, qu'ils réagissent le plus rapidement possible, sinon c'est ce qui va se passer, il y aura que des morts partout ici, sur le Finistère et sur la Bretagne. Distorsion de concurrence, mise aux normes des élevages ou fragilité des cours, la Bretagne a perdu 18 000 exploitations agricoles en 10 ans. Toute l'après-midi, un millier de manifestants, agriculteurs, chauffeurs poids lourds ou salariés de l'agroalimentaire ont défié les forces de l'ordre. Tous s'opposent à la nouvelle taxe pour les camions. Sur leur tête, des bonnets rouges, symbole d'une révolution antifiscale en Bretagne au XVIIe siècle. Le courage, c'est d'écouter, c'est de comprendre. Le courage, c'est de rechercher la solution, de la chercher ensemble et d'éviter l'engrenage de la violence. Le courage, c'est de créer les conditions d'un dialogue sincère et c'est pourquoi j'ai décidé la suspension de la mise en œuvre de l'écotaxe pour nous donner le temps nécessaire d'un dialogue au niveau national et régional. Alors Paul Arias, je voudrais que ce soit vous le premier à qui je pose la question. L'industrie agroalimentaire bretonne, pour laquelle se battent les ouvriers bretons très en colère, est-elle compatible avec la transition écologique? Ah, sûrement pas. Mais je dirais que, de toute façon, cet échec de l'écotaxe était programmé. Lorsque Sarkozy avait convoqué le Grenelle de l'environnement, on avait été un certain nombre à parler de Grenelle des dupes. C'est-à-dire qu'il est évident que l'écologie n'est pas soluble dans le productivisme, dans le capitalisme. Et quand on essaye de faire le bilan, je dirais, de 70 ans d'agriculture intensive, c'est un bilan catastrophique. Souvent on nous dit que ça a permis de nourrir la planète à bas coût. Mais c'est un mensonge éhonté. C'est vrai que la part de la consommation alimentaire dans le budget a fortement baissé. On est passé de 25% à 15%. Mais c'est dû avant tout à la généralisation du deuxième emploi salarié dans les familles. Et puis on est passé de 10 millions de salariés agricoles en France à 1 million. Imaginons qu'on soit resté avec une agriculture paysanne, il n'y aurait pas de chômage en France. Et cette agriculture intensive, c'est aussi la destruction de l'humus. Faites l'expérience, faites un trou dans votre jardin et comptez le nombre de vers de terre. Vous verrez que là où il y en avait quelques centaines par mètre cube, on n'en a plus que 2 ou 3. Ça veut dire qu'on a détruit la terre, qu'on a détruit l'humus. Sans parler du gaspillage alimentaire. Je dirais 40% de gaspillage alimentaire lié à cette industrie et sans parler du coût qu'est celui de l'obésité. Donc le bilan est effroyable. Et je dirais que cette écotaxe, c'est finalement l'échec de l'écologie libérale. Je dirais si on croit qu'il suffit d'internaliser les coûts, comme on dit, pour effectivement assurer la transition, on se casse la figure. Je dirais que l'écotaxe, ça ne pourrait être que la cerise sur un gâteau, mais dont on aurait changé la recette. C'est-à-dire que tant qu'on reste sur le même modèle productiviste, ça ne marche pas. Je dirais que la Bretagne, c'est presque une île. Je reviens d'une autre île, la Martinique, où on a adopté exactement la démarche opposée. La région Martinique en tant que telle, avec le président de région, Serge Letchimy, nous dit la chose suivante. Depuis 60 ans, l'État français de droite ou de gauche nous dit qu'il faut faire de la croissance économique. Et ça n'a jamais marché, parce qu'on n'est jamais arrivé à faire un vrai développement humain et social. Et la Martinique vient de lancer ce qu'il nomme le plan d'action pour le développement de la Martinique. Donc ça, c'est sympathique, parce qu'effectivement, c'est déjà en retour à une certaine planification et une économie administrée. Et puis le maître mot, c'est l'autonomie. L'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique. Et puis la grande idée aujourd'hui de la région Martinique, c'est de faire de l'économie sociale et solidaire le grand levier du développement de la Martinique de demain. Eh bien, ce qui est vrai pour la Martinique, ça doit être vrai aussi pour la Bretagne. Alors, la Bretagne, Yann Kefelec, vous êtes un écrivain français d'origine bretonne. Bravo. La Bretagne tient une place essentielle dans vos livres et vous êtes l'auteur d'un dictionnaire amoureux de la Bretagne. Alors, de quoi sont victimes les ouvriers bretons qu'on voit tellement en colère? Moi, je pense que les Bretons et l'écotaxe actuellement, c'est pas l'écotaxe dans son principe
qui est le problème du breton. Le breton, il n'en peut plus d'être accablé de taxes et d'impôts comme il l'est aujourd'hui. C'est plutôt une espèce d'appel au secours qu'il est en train de lancer. Et comme le breton ne se laisse jamais faire, il ne se contente pas de râler dans son coin et d'être grognon, c'est pas un Français tout à fait comme les autres, eh bien il prend les armes, il descend dans la rue et il en découd directement avec les pouvoirs publics. Quant à cette histoire de cochon, le breton c'est un pigouillé, il est à la fois marin et il est paysan. Alors, d'abord, il était le pêcheur que l'on adorait, que l'on adulait. Tous les poissons originaires de Bretagne nous faisaient verser une larme parce qu'on pensait à ce capitaine là, de bateau de pêche qui était parti au risque de sa vie les chercher en pleine mer. Un beau jour, on a fait de lui non plus un pêcheur, mais un tueur de poissons. On a criminalisé son rôle de pêcheur et on a décidé qu'il devait se rattraper sur le cochon. Très bien. Comme il est dans l'excellence et qu'il est capable de faire donner le meilleur à sa terre de pauvreté, il a fait du cochon avec talent et avec génie. De ce point de vue-là, d'ailleurs, moi, je suis un schizophrène du cochon. Parce qu'à la fois, j'adore le cochon, je n'arrive pas à en vouloir au cochon, et je constate effectivement que le cochon est responsable d'un certain mot écologique en Bretagne, que probablement le nitrate breton provient du cochon, que l'algue verte a sans doute pour maman, eh bien, le cochon et pour papa. Donc, incontestablement, il faut repenser le modèle agroalimentaire breton. Mais ce n'est pas une raison, évidemment, pour, avec cette écotaxe, réduire à cuillère et mettre à la rue tout le secteur agricole breton, comme c'est le cas aujourd'hui. Et je partage la colère de mes amis bretons. Sylvie Brunel. Moi, je voudrais défendre le modèle agricole breton parce que j'ai visité beaucoup de coopératives. Je suis allée dans beaucoup d'exploitations en Bretagne et ce que j'ai vu, ce sont des exploitations familiales. Des gens qui nourrissent non seulement la France, mais une partie du monde avec... Alors, on parle du cochon, mais il faudrait parler du lait, il faudrait parler des choux-fleurs, il faudrait parler des artichauts, il faudrait parler des pommes de terre, des tomates. La Bretagne, c'est la première région légumière de France sur seulement 6% du territoire. Donc, ce sont des exploitations familiales qui ont réussi le prodige de nourrir la France après-guerre. Il faut quand même se souvenir que l'espérance de vie était très faible. Aujourd'hui, on est un des pays records au monde. Vous avez dit, Paul, que ce modèle productiviste a échoué. Je ne pense pas qu'il ait échoué sur le plan économique, tout simplement parce qu'il y avait un tiers de la population qui souffrait de la faim en 1970, et aujourd'hui c'est une personne sur 10. C'est beaucoup trop, je suis d'accord avec vous, mais ça veut dire qu'on a pu faire face à la croissance démographique sans consommer des surfaces gigantesques. Vous parlez au niveau mondial. Au niveau mondial, mais au niveau français aussi. Voilà. Et alors aujourd'hui, le problème, c'est que ces exploitations bretonnes, elles sont au taquet, parce que les coûts de tout ce qu'elles utilisent ne cesse d'augmenter, les charges sociales ne cessent d'augmenter, et en même temps, eh bien, il y a une compétition mondiale qui vient de tous les pays, et ces Bretons, quand on leur ajoute en plus l'écotaxe, ils ont l'impression d'un empilement de normes, de taxes, d'impôts, et ils disent c'est trop. Et je pense qu'il ne fallait pas faire ça maintenant. Alors, restons sur le... Et attendez, j'ai encore une chose à dire, excusez-moi Frédéric. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand j'ai visité ces coopératives, aujourd'hui, elles sont en train de mener leur révolution écologique. Elles ont fait leur révolution agronomique et économique, mais aujourd'hui, toutes, elles sont en train de réfléchir à cette révolution écologique. Elles sont en train d'essayer de produire plus avec moins. Elles sont en train d'essayer de réfléchir à une agriculture qu'on appelle écologiquement intensive. Tous les processus à l'œuvre, à toutes les échelles, sont en train d'être repensés. Et c'est fabuleux ce qui est en train de se penser, y compris d'ailleurs sur les algues vertes. Qu'est-ce que vous appelez une agriculture écologique intensive? A Eh bien, priori, jusqu'à présent, on a dit que c'était deux mots qui hurlaient d'être accolés. Mais non, c'est une agriculture qui réfléchit à tout, aux besoins des plantes, au changement climatique, à tous les processus qu'on utilise, au niveau des machines, au niveau du calendrier culturel, au niveau de ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire les engrais, qui réfléchit à la protection biologique intégrée, qui réfléchit à utiliser le moins de produits phytosanitaires possible, ce que les Africains appellent les cides, parce qu'ils en manquent cruellement, et qui essaie à chacun de ces gestes de penser non seulement à produire de la richesse, à répartir au mieux cette richesse, mais à préserver l'environnement. Et quand vous allez dans ces exploitations et ces coopératives, vous êtes émerveillé par tout ce qui est en train d'être réfléchi et mis à l'œuvre. Et ça, on ne le sait pas. On a une vision du passé. On a une vision de quand la France a dit
aux paysans français, aux Bretons particulièrement. Maintenant, il faut nous nourrir. Parce qu'il ne faut pas oublier que les tickets de rationnement du pain, c'était jusqu'en 1949. Il ne faut pas oublier qu'on dépendait de la nourriture qui venait du monde entier après la guerre. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes une des premières puissances alimentaires françaises. Notre gastronomie a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça veut bien dire que nous avons la meilleure agriculture du monde. Et cette agriculture, elle est en crise, cette agriculture, elle souffre. Ça veut dire qu'il faut effectivement la soutenir, la protéger, l'aider, mais pas la bafouer comme on est en train de le faire parfois. Paul Ariès, vous avez une vision du passé J'ai une vision très différente, y compris sur l'état de la malnutrition. On a aujourd'hui près d'1 milliard d'humains qui n'ont pas assez. Et s'il y a 1 milliard d'humains qui crèvent de faim, c'est pas parce qu'on manque. C'est, comme le dit Jean Ziegler, l'ancien porte-parole de la FAO, parce qu'on choisit de ne pas produire en priorité ce qui serait indispensable au plus grand nombre. Et je dirais que ce dont souffre la Bretagne, c'est pas de l'écologie. Ce dont souffre la Bretagne, c'est de décennies de cette agriculture productiviste intensive. Et je comprends très bien les Bretons lorsqu'ils disent on va nous imposer une taxe qui va nous pénaliser doublement, triplement, puisque nos porcs ne cessent de faire des allers-retours entre les lieux où ils naissent, les lieux où ils sont engraissés, le retour à la ferme et l'abattoir. Mais c'est précisément ça qu'il faut remettre en cause. C'est-à-dire qu'il faut aller vers des circuits courts, il faut aller vers une agriculture paysanne. Je dirais qu'on ne va pas arriver à nourrir la planète avec 300 000 agro-managers. On ne va pas arriver à nourrir la planète avec, comme cette ferme qu'on envisage en France, des 1000 vaches. Il va falloir nécessairement renouer, je dirais, avec des activités agricoles à l'échelle humaine. Et à ce moment-là, oui, effectivement, nous avons des savoir-faire extraordinaires. Et puis je crois qu'il ne faut pas oublier non plus, non seulement la détresse humaine, mais aussi la souffrance animale, qui est liée à ces conditions monstrueuses qui sont celles de l'élevage. Ceux qui souffrent de la faim, ce sont des paysans. Hein. C'est-à-dire des gens qui ne produisent pas suffisamment et qui, chaque année... Ceux qui souffrent de la faim, ce sont des paysans qui sont victimes du néocolonialisme. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas développer une agriculture vivrière. Il y a que 10% des produits alimentaires qui sont échangés sur les marchés mondiaux. Et ceux qui souffrent de la faim, ce sont justement ceux qui sont complètement réduits à l'autoconsommation, qui ont 800 kilos de céréales par hectare et qui vivent dans les aléas du climat sans jamais savoir ce que le lendemain sera fait. C'est ceux-là qui souffrent de la faim. Et quand on va en Afrique, eh bien, on comprend cette dépendance et cette vulnérabilité de l'agriculteur. Ceux qui souffrent de la faim, c'est ceux qui sont sous la coupe des 50 grandes firmes multinationales qui maîtrisent aujourd'hui les coûts de l'alimentation. On reviendra à ceux qui souffrent de la faim. Et ce que vous venez de dire est extraordinaire. Vous dites ces gens, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ce ne sont pas des consommateurs. Donc les grandes firmes, ceux qui maîtrisent l'économie mondiale ne s'intéressent pas à eux. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui à l'échelle mondiale des milliards d'humains qui seraient surnuméraires. On a des milliards d'humains qui ne compteraient pas dans l'intérêt financier des grandes firmes. Eh bien oui, c'est ce modèle qu'il faut remettre en cause. Mais ces gens-là, ils veulent des bonnes semences, c'est tout, ils veulent pouvoir... Ils veulent des semences paysannes. Revenons au port, on reviendra tout à l'heure à la macro, on va monter au niveau mondial, mais d'abord restons bretons et revenons sur le port. C'est le héros de votre dernier roman, Isabelle Sorrente, ce port qui a 6 mois devant lui. C'est un des héros et il y a deux hommes qui vont nouer une amitié dans un contexte assez tragique et donc en voyant aussi les animaux. Mais forcément, vous avez dû avoir un regard particulier sur cette actualité bretonne. Oui. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quelque chose de tragique dans cette histoire. Ce qu'il faut bien voir, c'est que on a vendu aux agriculteurs un modèle de modernisation. Or, ce modèle de modernisation favorise les grosses structures. Et on ne peut pas rivaliser en France avec ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe au Québec, où vous avez grosso modo la taille de ces élevages industriels. Il faut voir que c'est proportionnel à la taille d'une ville. Donc on va dire qu'en France, pas seulement d'ailleurs en Bretagne, mais c'est des villes de notre taille. Donc vous avez des structures qui vont produire 15 000 ou 25 000 porcs par an. Au Brésil, en Asie,
au Québec, c'est des structures qui en produisent 70 000 par an. Or, ces mathématiques, ces choses-là sont de plus en plus rentables quand elles sont plus grosses. Et c'est ça aussi qui est en train, c'est à ça que se heurtent aujourd'hui les structures de production industrielle. Et c'est les éleveurs que j'ai pu rencontrer quand je faisais les recherches pour le livre, souffrent de ça, de cette concurrence qui est extrêmement dure. Et ce que je trouve intéressant, moi, en tant qu'écrivain, de me demander, c'est en quoi ça nous concerne. C'est-à-dire, c'est pas seulement une histoire qui est en train d'arriver aux éleveurs ou aux agriculteurs. Quelle est l'histoire qui est en train d'arriver à nous tous, en fait? Et l'histoire qui est en train d'arriver à nous tous, c'est qu'on nous parle de modernisation, on nous parle d'outils, et je suis pas du tout anti-technologie, mais tant que cette technologie, cette technique n'est pas pensée, on arrive à des choses absurde où vous allez avoir les êtres humains qui vont être dimensionnés pour que la chaîne de l'abattoir tourne. Donc, autrement dit, la chaîne de l'abattoir doit tourner à telle cadence. Ça sous-entend que derrière, il faut mettre tel et tel homme à tel poste, tel et tel robot ici, et que les animaux eux-mêmes doivent être dimensionnés pour passer sur la chaîne. Ça, les éleveurs en souffrent. Et nous, on est dans la même situation. C'est-à-dire que, en quelque sorte, on est devant des outils qui nous dimensionnent. Ce qu'on appelle dans les entreprises la flexibilité, la souplesse, l'adaptabilité, tous ces mots en IT sont en train de dire en réalité que tant qu'on n'est pas en train de réfléchir, de changer, on ne pourra pas dominer la technique tant qu'on est dans un paradigme de rentabilité. C'est ça en fait. Il n'y a pas à être anti-technique. La technique étant une réalité, une image de la réalité. Donc comme toutes les images de la réalité, elle est ambivalente, elle est double, elle est bonne ou mauvaise, puisque c'est une force comme le feu, comme l'eau, comme toutes les forces élémentaires. Par contre, tant qu'on n'est pas en train de réfléchir à changer, à regarder qu'est-ce qu'on appelle un individu, qu'est-ce qu'on appelle les liens, les rapports les uns aux autres, tant qu'on ne regarde pas ça avec beaucoup de sérieux, on se fera dominer par la vitesse de la technique, parce qu'on sera dans la rentabilité. Et ça produit ce genre de clash. Oui, Godfredi. Et moi, je trouve ça très intéressant, toutes ces histoires de porc breton, mais il m'a semblé comprendre que l'écotaxe était une mesure qui s'appliquait à l'ensemble du territoire national, donc je ne suis pas certain que... au niveau national, je ne suis pas certain que le fait de faire... Je ne comprends pas, en fait, la substitution de débat sur le modèle agricole breton par rapport à l'écotaxe. Parce que, évidemment, ce débat est né au moment où on a remis en cause l'écotaxe, mais il me semble qu'il y a de nombreux endroits en France où on conteste le principe d'une taxation supplémentaire, quel qu'en soit le prétexte. Donc, je ne suis pas sûr de comprendre parfaitement le lien qui existe entre ces deux mesures. Et par ailleurs, ce qui me surprend justement dans le cas du porc breton, c'est que finalement ce qu'on dit, c'est que le modèle économique breton souffre, n'est plus tout à fait en adéquation avec les réalités contemporaines. Du coup, on va lui mettre une taxe supplémentaire. Donc après, ça ira beaucoup mieux. Donc, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette démarche. Et dernier point, c'est que l'idée qu'on peut réglementer d'en haut, en disant voilà, tel modèle agricole, c'est terminé, pour des raisons X ou Y, donc il faut en changer, est en réalité complètement contre-intuitive, pour ne pas dire stupide. C'est-à-dire que c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un certain nombre de modèles agricoles concurrents qui peuvent cohabiter, le cas échéant, au sein des mêmes pays, et qui, après ça, s'adaptent ou pas, et puis qui disparaissent. Ça s'appelle la faillite. Mais c'est pas un technocrate parisien de décréter qu'un modèle agricole, fût-il breton, est dépassé. Y compris même si c'est pour des raisons écologiques, donc de qualité de l'environnement. Mais vous savez, le rôle de l'État n'est pas de décider d'un modèle agricole. Le rôle de l'État, c'est de fixer des normes, et de dire, par exemple, qu'en matière de pollution, on peut arriver jusqu'à tel niveau de pollution. Et puis c'est terminé. Et c'est au rôle à ce moment-là des opérateurs privés de faire leur choix d'opérateurs privés de façon à respecter ces normes. L'État n'a pas à se substituer aux producteurs. C'est pas ça non plus qui s'est passé. On est bien obligé, hélas, de s'incliner devant les faits. Comme le rappelait mademoiselle tout à l'heure, donc nous sommes dans un monde victime des impératifs de rentabilité. On voit bien que le GAD a dû fermer ses abattoirs. On sent bien que le modèle agroalimentaire breton est en difficulté et qu'il est urgent de se mettre autour de la table pour le repenser. Bien entendu qu'aucun État ne va se risquer, je l'espère en tout cas, à faire une croix sur le modèle agroalimentaire breton qui a fait ses preuves depuis des décennies et des décennies, mais il faut le repenser dans un sens ou dans un autre, mais il est certain que... Mais ça, je ne conteste pas. Et quant à l'écotaxe, pour moi, c'est un prétexte. Je suis persuadé que le breton, en son âme et conscience, il est très intelligent. Il sent bien que le principe de l'écotaxe, il est sain.
Simplement, le principe de l'écotaxe, rappelons-le, c'est que les pollueurs sont les payeurs. Les pollueurs sont les payeurs, mais dans le mot écotaxe, il entend taxe d'apport, il est surchargé de taxes, il n'en peut plus. Exactement, sauf que lui, il réagit. Il se contente pas de dire on n'en peut plus, il descend dans la rue, il démonte les portiques. Alors du coup, on lui répond son modèle agricole. C'est ça que je ne comprends pas dans le débat. Non, mais il souffre surtout d'enclavement, d'une distance plus grande que les autres régions françaises par rapport au bassin de consommation. Et par ailleurs, il n'a pas pour l'instant de modèle alternatif. C'est-à-dire que un agriculteur, une coopérative, s'il peut utiliser par exemple la voie maritime ou la voie ferrée, il le fera. Mais d'ailleurs, ils ont des participations dans Brittany Ferry par exemple. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité aujourd'hui d'avoir des solutions alternatives, souples et à bas coût, et on leur impose la taxe. Alors on peut dire on va imposer la taxe et puis les choses vont de toute façon changer, mais pourquoi rend-on les transporteurs routiers responsables d'un problème global de gestion du transport français dont ils sont finalement, comme les autres, les victimes, parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut transporter ces produits agricoles. Tout à l'heure, on parlait de la dépendance. Je finis. Tout à l'heure, on parlait par exemple de régions déficitaires. Au Maghreb, 2% de la population mondiale, mais 20% des importations alimentaires mondiales. On ne va pas les retransformer en paysans. Ce sont des gens qui sont dans des villes, ils subissent un changement climatique qui est terrible. Donc s'il n'y a pas des gens qui peuvent les nourrir à côté, eh bien ces gens-là, ils vont partir. Et là, je ne sais pas ce que vous avez comme solution à proposer. On ne peut pas remettre des gens qui sont dans des villes, dans des campagnes. Parce que s'ils ont quitté les campagnes à une époque, c'est parce qu'ils n'en pouvaient plus de la pénibilité du travail. Ils n'en pouvaient plus de leur pauvreté. Donc ces villes-là, aujourd'hui, elles sont dépendantes de certaines régions qui, heureusement, ont fait une modernisation qui leur permet de nourrir non seulement leur pays, mais les régions voisines. Et ça, on ne va pas pouvoir le remettre en question. C'est pas souhaitable d'ailleurs. Mais c'est pas souhaitable. Même pas parce que ce serait ça la transition écologique qu'on nous promet depuis un certain nombre d'années. Mais qu'est-ce que c'est que la transition écologique? Ce serait peut-être intéressant de la définir. Qu'est-ce que c'est que la fameuse transition écologique? Il faudrait la définir peut-être avant d'imposer des taxes supplémentaires aux producteurs français. Finalement, toute la société repose sur les gens qui produisent. Et là, on a une catégorie de gens. Vous avez déjà beaucoup parlé, maintenant c'est à moi. Il y a une catégorie de gens, les Bretons. Moi, j'ai pas encore parlé. Alors, je te donne la parole. C'est la transition de la parole. Terminé, Drieux Godfrey. Non, ce sont des gens qui produisent. Je pense que si on veut effectivement, au nom de certitudes scientifiques, changer un certain nombre de choses, on peut le faire, mais on ne peut pas, me semble-t-il, au nom de concepts qui restent relativement flous, tels que transition énergétique, obliger ces gens à renoncer à leur mode de vie et à finalement un système qui a énormément d'avantages, comme Madame le rappelait. On ne doit pas partir du principe que tout va mal, que tout ce qui se fait est mauvais. Lorsqu'une entreprise est rentable, a priori, c'est que ça se passe assez bien. Et quand elle ne l'est plus? Alors elle tombe en faillite. Voilà. Voilà. On en est là. On en est là, oui. Chris Esquire. Oui, c'est vrai que je comprends pas bien pourquoi on parle de l'écotaxe. Est-ce que j'ai pas compris si l'objet était de faire transiter les produits par le rail ou de changer le modèle de fabrication des ports. Je vois pas en fait le lien. Et puis on va trouver des solutions. Et en fait, il y a quand même quelque chose qu'il va falloir. On parle de transition écologique, mais il faudrait aussi parler de transition avant écologique, de transition de consommation. J'ai l'impression qu'on s'intéresse toujours, on voit une goutte tomber chez soi et on dit est-ce qu'on va la ramasser avec une serpillière, avec une lavette, et on se demande pas, on n'essaie jamais de changer ce qui a provoqué ça. Et les sociétés qui fabriquent des biens de consommation, comme les téléviseurs, chaque année, on leur dit l'année prochaine, très bien, belle année, vous devrez faire 10% en plus de bénéfices. Donc c'est possible avec les biens matériels, parce que il y a quelqu'un qui va imaginer un téléviseur 3D dont personne n'a besoin. Ça ne correspond pas à un besoin. C'est pas une consommation qui répond à un besoin, c'est une consommation qui répond à un plaisir. Et ce n'est pas possible avec la nourriture, parce que la nourriture, elle correspond plus à un besoin qu'à un plaisir. Je ne sais pas si je suis clair, mais j'ai une vision là en vous incluant. Et il va falloir qu'on interroge ce système de consommation lié au besoin ou au plaisir. Et cesser d'exiger d'une fabrication de porc la même chose que des actionnaires exigent d'un fabricant de téléviseurs. C'est-à-dire, non, on peut pas forcément chaque année dire on fait 10% de plus chaque année. Il y a un moment donné, on va devoir interroger cette logique en fait de la croissance permanente. François Gervais, sur cette question, au niveau local, je sais que vous êtes plutôt au niveau mondial, vous, mais... J'adorais passer mes vacances en Bretagne. Je peux déjà dire ça. Je crois qu'on n'est pas suffisamment... Pardon, Terminé, François Gervais. On va beaucoup dire du mal du CO2 peut-être tout à l'heure. Enfin, on va rappeler du mal qu'on en pense, du carbone en particulier. C'est peut-être l'occasion de rappeler, justement, à propos de ce que vous disiez, que ce méchant CO2
c'est quand même le nutriment de la végétation, et que par ce biais-là, il y a eu un accroissement du rendement des cultures qui a été chiffré depuis qu'on commence à en envoyer effectivement de plus en plus dans l'atmosphère, à peu près 15%. Et il y a une étude toute récente qui vient de montrer que le bénéfice pour... Alors c'est l'ensemble de l'humanité, là bien sûr on ne va pas faire les distinctions entre la Bretagne et ailleurs. Le bénéfice pour si on en croit cette étude, qu'il faudrait bien évidemment confirmer, l'humanité aurait gagné 3 000 milliards grâce à cet ajout de CO2. 3 000 milliards quoi? 3 000 milliards d'euros. Ah oui, carrément. Oui, ah oui, ça chiffre un peu. C'est pas négligeable et ça peut faire encore plus dans l'avenir. Si l'étude est confirmée, bien évidemment. Oui, c'est le fameux CO2 qu'on accuse d'être le responsable de l'effet de serre, donc du réchauffement climatique, et qu'on a taxé d'ailleurs, puis après on l'a détaxé. Voilà, et quand même, il a aussi ce bénéfice-là. C'est un fertilisant gratuit, hein, dont tout le monde profite. C'était peut-être l'occasion de le rappeler, simplement. Mais plus une société est avancée, je pense par exemple au modèle scandinave, plus elle va avoir les moyens de protéger justement la planète, de protéger l'environnement. Quand on est pauvre, le problème c'est qu'on a une action prédatrice parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir... Pour moi, le développement durable, c'est le progrès durable mis au service de tous. C'est pour ça qu'il faut injecter de la technologie, de la richesse, du partage, parce que le développement durable, c'est aussi la partage. Vous, votre dernier livre, c'est sur la démocratie participative. C'est un des grands apports du développement durable. C'est l'idée que il n'y a pas quelqu'un qui décide pour tous. Il y a la capacité de société de penser ensemble un progrès qui soit également partagé. Et ces sociétés qui ont réussi ça, ce sont précisément celles qui sont les plus avancées. Mais elles ont réussi sur le dos du reste du monde. Pas du tout. C'est-à-dire que le mode de vie dont on est si fier, il est tributaire. Mais si, je veux dire, nous sommes tributaires de siècles de traite négrière, d'esclavagisme, de colonialisme et de néocolonialisme. Je dirais, le discours que vous tenez, c'est celui de l'ancienne patronne du MEDEF, Laurence Parisot, qui dans son bouquin consacré à l'écologie besoin d'air, nous dit un peu de croissance pollue, beaucoup de décroissance dépollue. Autrement dit, oui, c'est vrai, on a bousillé la planète, mais pas du tout. Je dirais, quand vous dites le développement durable, je dirais, ça a été quoi le développement durable depuis 30 ans qu'on en parle? Ça a été finalement un échec total. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant émis de CO2. Le développement durable, ça a été comment polluer un peu moins pour pouvoir polluer plus longtemps. Non, et puis je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Quand vous dites qu'il n'y a pas de modèle, quand vous dites qu'il y a... Oui, mais on consomme toujours plus. Donc, finalement, on n'a rien gagné. Attends, je sens que vous avez hâte de monter au niveau national. On va monter au niveau national. Un dernier mot sur la Bretagne, Yann Kefelec. Il m'avait semblé entendre qu'il était question de Bretagne dans cette première partie. Voilà. On est passé dans... Si, moi, il y a une chose à quoi on n'a peut-être pas été suffisamment attentif, c'est à cette idée du bonnet rouge. Donc les Bretons, ils sont allés à la bataille dans la rue avec leur bonnet rouge. Donc, je crois surtout qu'il faut être sensible à ce fait qu'ils sont frappés par une surfiscalisation, comme le reste de la nation, et qu'ils réagissent au nom de la collectivité nationale. Le bonnet rouge, rappelez-nous de quoi il s'agit. Il s'agit d'une révolte des gens qui avaient eu lieu en Bretagne. Il s'agit tout simplement du moment où Colbert a décidé d'outrepasser les droits régionaux des municipalités bretonnes, qui étaient les seules à percevoir les taxes, autorisées à percevoir les taxes à cette époque-là. Et voilà, donc il crée la taxe du papier timbré, la taxe sur le tabac. Il écrase le breton comme ça d'impôts qui viennent du pouvoir central, ce que le breton ne supporte pas, et à partir de là, eh bien, il fait la révolution. Et c'était un peu ce que le breton tendait à vouloir montrer au pouvoir central actuellement. Écoutez, on n'en peut plus, et vous êtes dans une circonstance pré-révolutionnaire qui risque de s'étendre à tout le reste du pays. Exactement.